La tribune virale, je suis resté avec David Kofi Aza, qui est prêtre de Fa. Nous a rejoint en plateau Espoir Abogouri, qui est coach en parentalité positive et développement de l'enfance. C'est ça, hein? Exactement, c'est bien ça. Merci d'être là ce samedi matin. Je suis également sur le plateau Titor Lafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Vous êtes journaliste. Ce samedi, on parle de séparation parentale, éducation partagée ou conflit protégé. C'est un débat sur la coparentalité, les rivalités éducatives et la stabilité de l'enfant. Alors, je vais démarrer par la coach en parentalité positive. C'est de savoir, est-ce que la séparation des parents peut avoir un impact sur l'éducation des enfants? Merci beaucoup Abdelkader pour la question. Je voudrais vraiment saluer tous les parents qui nous suivent en ce moment, que ce soit les parents qui élèvent tout seuls leurs enfants ou les parents qui sont en couple. Je voudrais vraiment les féliciter, les encourager dans cette mission parce qu'être parent, ça ne s'apprend pas. Parfois on le devient, on découvre qu'on est parent. Parfois on accepte les responsabilités liées à cela et d'autres fois encore, on essaie de faire de notre mieux pour ne pas que nos enfants subissent des traumatismes que nous avons peut-être subis ou que nous ressentons. Donc, je dirais tout simplement pour répondre à la question que oui, l'idéal, puisque c'est deux personnes qui conçoivent un enfant, c'est un homme et une femme, que l'enfant est appelé à appeler papa et maman, ce sont les deux qui conçoivent l'enfant. Et donc, idéalement, il serait vraiment très intéressant pour l'épanouissement de l'enfant, pour sa santé psychologique, pour sa santé spirituelle, pour sa santé mentale et physiologique, qu'un enfant soit encadré par ses deux parents. Parce que chacune des deux figures incarne en réalité un modèle pour l'enfant. La figure paternelle incarne en réalité un modèle de responsabilité, d'autorité, un modèle où quand l'enfant voit son père, il se dit que ah tiens, c'est pas mon camarade, hein, on peut jouer de temps en temps, on peut pas, quand il devient sérieux, il faut que je me calme. Un modèle légèrement de crainte. Alors, c'est pas dire qu'il y a pas de l'amour, il y a de l'amour, mais il y a ce qu'on appelle un respect qui s'installe systématiquement. La figure maternelle, d'autant plus que c'est la mère qui porte l'enfant en son sein, et que l'enfant et la maman griffent son camarade depuis la conception. Donc, l'enfant se dit, c'est ma mère, c'est mon amour de mère, c'est ma copine, c'est ma camarade, c'est mon tout, c'est ma petite amie, je peux l'enquiquiner, faire tout ce que je veux avec elle. Donc, l'enfant, il se permet tout parce qu'il dit, c'est maman, elle va crier, elle va se calmer, c'est rien, on est ensemble. Donc, même quand la maman essaie en réalité d'incarner cette figure de parent responsable, de parent autoritaire, l'enfant se dit non, elle n'incarne pas le modèle d'autorité, elle est ma mère. Néanmoins, il y a des femmes qui arrivent parfaitement à le faire et c'est pour ça que je félicite certaines femmes, mais c'est pas aisé. Parce que pour avoir l'équilibre qu'il faut et être vraiment stable, le nec plus ultra, c'est d'avoir ces deux parents à côté. Donc pour répondre à la question, c'est dire que oui, idéalement, dans le meilleur des cas, il faut avoir les deux parents parce que ce sont les deux parents qui contribuent à la conception de l'enfant et les parents sont des canaux pour la venue de l'enfant sur terre. Donc, ils sont censés accompagner l'enfant jusqu'à ce qu'il vienne à maturation, qu'il passe de la petite enfance à l'enfance en allant vers l'adolescence pour transiter maintenant vers l'âge adulte et lui à son tour reproduire le même schéma. David Kofi Aza, je vais vous poser la question en lien avec le thème proprement dit, séparation parentale, éducation partagée ou conflit prolongé. Je vais placer un mot par rapport à ce que je veux dire. Oui. On dit, enfant, c'est un enfant qu'on vit. C'est-à-dire que c'est la nature qui éduque l'enfant. Il y a des enfants qui ont grandi avec leurs deux parents ensemble, mais qui sont des récalcitrants hors pair. Il y a des enfants qui ont grandi que avec papa ou que avec maman, mais qui sont des exemples dans la société. Donc, le fait de grandir avec ses parents n'est pas une garantie pour avoir une bonne éducation. Et les dernières statistiques montrent que ce sont ces enfants-là qui ont bien grandi avec les parents, qui ont tous les moyens à leur disposition, qui sont devenus ce qu'on appelle enfants ndégo-tégo. Attention. Attention. Pour ceux qui entendent souvent cette expression et qui ne savent pas réellement de quoi il est question. Un négo-tégo, c'est comme un rejeté de la société. Mais alors, j'ai dit que idéalement, c'est bien d'avoir les deux idéalement, parents. oui, mais ça ne garantit rien. C'est pas une garantie. Bon, je suis pas rentrée dans la garantie. Il y a des enfants qui idéalement, sont ça équilibre les enfants. Qui n'ont grandi ni avec papa, ni avec maman.
mais qui sont de vrais exemples. De vrais exemples dans la société. Il n'y a pas maman à côté, il n'y a pas papa à côté, mais il n'y a pas eu de dérive. Mais il faut souligner qu'il y a plusieurs formes d'éducation. Mais il faut souligner qu'il y a plusieurs formes d'éducation. Parce qu'il y a l'éducation qu'on reçoit des parents, l'éducation qu'on reçoit à l'école, et il y a l'éducation de la société, de la nature, comme il vient de dire. Non, à l'école, c'est l'enseignement. Il y a pas d'éducation à l'école. C'est l'enseignement. Oui, il y a un peu, il y a un minimum d'éducation à l'école. Moi, il y a un minimum d'éducation à l'école. Ne permet plus. Non, aujourd'hui, il n'y a plus d'éducation. Non, nous, on a connu ça quand même. Nous, on a connu ça. On a connu ça. Au collège, moi, j'ai été chicoté. On a connu ça. Aujourd'hui, au collège, j'ai été chicoté. Mais aujourd'hui, là, même au coup primaire, là, tu chicotes un enfant, c'est son parent qui vient. Mais oui, on appelle ça le châtiment corporel et c'est puni. Aujourd'hui, c'est interdit. Donc, mais c'est parce qu'on a voulu copier le modèle occidental. Oui, c'est pratiquement une thématique à part. Oui, c'est une thématique à part, mais pour faire une parenthèse, justement, puisqu'on parle d'éducation, moi, je suis de ceux qui pensent que selon la manière dont on éduque son enfant, on peut réussir à le priver sans pour autant, en réalité, le châtier. On peut réussir à le punir sans le châtier pour avoir des résultats. C'est vrai que je suis la résultante de ce châtiment-là, mais ce n'est pas pour autant que je le conseille. Et pour parler d'éducation, on va revenir à cette thématique après. Mais pour parler d'éducation, je ne suis pas du tout contre ce qu'il vient de dire. Ce qu'il vient de dire est crédible et c'est des faits qu'on observe. Mais il y a une chose qui est claire. Quelle que soit l'éducation qu'on donne à un enfant, quelle que soit l'éducation qu'on préétablit ou qu'on pense vouloir donner à un enfant, ce qui est clair, c'est que l'enfant lui-même est libre de faire ses choix. Parce qu'à un moment donné, l'enfant est indépendant et s'auto-éduque. L'autodiscipline, l'auto-éducation. Il y a des paramètres, en fait, dont il faut tenir compte et c'est très important. Je vais revenir, Madame la coach, en parentalité positive. David Kofi Azza, je repose la question que j'ai posée tout à l'heure. Je dis, séparation parentale, éducation partagée ou conflit prolongé? C'est les deux à la fois. Éducation partagée, je suis pas trop pour. Parce que la tradition, si on doit tenir compte de la tradition exige que ce soit la femme qui éduque l'enfant. Que ce soit la femme qui éduque l'enfant. Et quand la femme décide d'éduquer l'enfant et veut que l'enfant soit bien éduqué, l'enfant sera très bien éduqué. Mais pas l'homme seul. Ou pas l'homme. Mais quand il y a une séparation, la plupart du temps, ce qu'on observe, c'est quoi? C'est rare que l'homme dise à l'enfant, ta maman fait ci, ta maman fait ça, ta maman fait ci, ta maman fait ça. Non. L'homme passe à autre chose, éduque son enfant tel qu'il le peut, et puis ça s'arrête là. Mais la maman, chaque jour, elle lui rappelle toutes les bêtises que son papa a fait. Elle lui rappelle la propreté que son papa n'a jamais donnée. Elle lui rappelle le fait que le papa ne dort jamais à la maison. Elle lui rappelle que le papa est allé chercher une gourgandine qu'il a ramenée à la maison et que c'est ça qui l'a fait partir. Elle passe tout le temps à ressasser le passé. Et au bout du rouleau, l'enfant se vautre dans une réminiscence du passé. Et chaque fois, ça lui traverse. Donc, au fil des jours, l'enfant va développer une haine contre son père. Il y a parfois, l'enfant peut être en train de vivre avec son père et développer une haine contre son père parce qu'à chaque fois, quand la maman a l'occasion de le rencontrer, de rencontrer cet enfant-là, elle lui rappelle tout. Donc, c'est à ce niveau-là que le problème se pose. Même si on est séparés, il faudrait que la femme puisse contribuer. Parce que le gros lot du rôle, c'est au niveau de la femme qui rappelle tout le temps tout ce que papa n'a jamais fait. Mais ne dit jamais tout ce que papa a fait. De positif, bien sûr. Tout ce qu'on a fait de positif, on oublie. Parce que vous savez, comme on le dit souvent, quand la femme se fâche, elle est remontée contre l'homme. Elle ne pense qu'au mal que l'homme lui a fait. Elle ne rappelle jamais ce qu'il a fait. Donc, ce qu'il a fait du bien. C'est pas la femme, c'est l'humain en général. Non, c'est l'humain en général. Quand vous faites 10 choses bonnes à un humain, quand vous faites une seule chose de mauvais, il se rappellera toujours de ce que vous lui avez fait de mauvais et il oubliera les 10 000 choses que vous avez faites de bien. Qui a divorcé avec son mari, reconnaître publiquement les mérites de l'homme. Non, ça existe. Et reconnaître sa culpabilité. Ça existe. La femme ne reconnaît jamais sa culpabilité dans une séparation. Et c'est compliqué. David Kofi Azza, avant de passer à Tifa Lafa, j'ai une question quand même à vous poser. On constate parfois que il y a un prolongement de la séparation dans l'éducation des enfants, ce qui veut dire de l'enfant ou des enfants. Ce qui veut dire que parfois, on règle des comptes entre partenaires d'hier à travers l'âme innocente. Mais c'est évident. Et c'est ce qui se passe la plupart du temps. C'est pour ça que moi je conseille aux hommes et également aux femmes. S'il y a séparation, si c'est la femme qui va garder l'enfant, laissez l'enfant à la femme.
Laissez l'enfant à la femme. Faites ce que vous devez faire pour accompagner l'éducation, la fourniture scolaire, peut-être l'aider un peu pour le manger de l'enfant et tout ça. Faites ça. Et puis, laissez lui l'éducation de la femme. Et la femme... On envoie l'argent à qui? À la femme ou à l'enfant? Non, à la femme si l'enfant est encore mineur. Oui, si l'enfant est encore mineur. Même si c'est petit. Oui, mais vous envoyez que pour l'enfant ou bien vous envoyez aussi pour la maman qui doit rester en vie? Non, ça c'est quelque chose. Parfois, il peut y avoir de séparation et le contact peut être maintenu. Et l'homme, s'il ressent ou parce que lorsqu'on arrose trop un jardin, on a toujours envie de venir voir s'il n'y a pas un fruit qui a poussé. Oui, c'est évident. Non, ce que je dis, c'est qu'il y a des fois, il y a la séparation qui est consommée vue de tout le monde, mais entre les deux, la relation continue, sans que personne ne sache. On va y revenir tout à l'heure. Atifa Olafa, quelle est votre opinion à vous sur l'éducation de l'enfant ou des enfants dans une séparation parentale? Merci Abdelkader. Alors, je vais tout de suite vous répondre par le fait qu'une séparation n'est jamais plaisante pour autant les membres de la famille que les enfants qui sont impliqués. Et c'est les enfants qui sont plus touchés par cette séparation. L'éducation, elle peut être bonne, comme elle peut être mauvaise. Tout dépend de comment les parents décident de partager la garde et l'éducation inculquée aux enfants. Moi, je connais des parents qui sont séparés, mais qui ont gardé de très bonnes relations. Je connais des parents divorcés, mais qui ont des relations très bonnes avec et les enfants et entre parents. Parce qu'aujourd'hui, le divorce se vit différemment et personnellement. Vous avez des parents qui sont divorcés et qui, dès qu'ils se voient, c'est comme des chiens et chats. C'est-à-dire, ils peuvent se dépasser sans même s'adresser un bonjour. Et même devant les enfants, sans se rendre compte que ce qui vous lie, vous devez régler ça à part et mettre les enfants de côté. C'est-à-dire quoi? Lorsque les parents ne sont plus ensemble et que peut-être l'enfant a commis une bêtise et qu'on demande à voir les deux parents lors d'une réunion à l'école, le père peut estimer que bon, comme je m'entends pas avec la mère de l'enfant, autant moi partie ou bien la mère n'a qu'à partir et que quelqu'un gère et puis après on fait un compte rendu à l'autre parent ou à la famille de l'un des parents concernés et ça impacte un peu l'éducation des enfants. Vous avez des enfants issus de parents divorcés ou issus de parents séparés, mais qui quand même ont su s'auto-éduquer, garder cette bienveillance en eux en se disant que bon, même si les parents sont divorcés, il faut que nous-mêmes on se prenne en charge et qu'on arrive quand même à donner un bon exemple. Comme vous pouvez avoir des enfants issus de familles divorcées, vous voyez que bon, ces enfants, ils s'en foutent de tout, ils sont limite antisociables et ces enfants se comportent tellement mal, pas parce qu'ils le veulent, mais parce que l'environnement dans lequel ils ont grandi ou ce qu'ils ont vu depuis tout petit les a conduits à ce qu'ils sont aujourd'hui. Et la séparation des parents est devenue tellement criarde aujourd'hui que dans la plupart des cas, on ne voit pas des enfants qui finissent bien, qui finissent totalement bons dans la tête. Je sais pas comment je vais je peux les équilibrer, voilà. C'est-à-dire, c'est des enfants qui sont malades, mais qui s'ignorent. Ils se disent, bon, parce qu'il y a des parents, des enfants qui sont contents de la séparation des parents parce qu'ils se disent, si papa n'est plus à la maison, bah, je peux profiter pour avoir la liberté que je veux, je peux profiter pour sortir. Mais en même temps, vous avez de ces enfants, dès que les parents sont divorcés, l'éducation est plus corsée. Parce que tout revient à la maman. Et il y a le regard de la famille en se disant, ah tiens, comme le papa est parti, on a laissé les enfants à la maman. On verra bien comment elle va gérer l'éducation. Comme ça peut revenir aussi au père, on verra bien comment il va gérer l'éducation des enfants. Et on se dit, c'est le commun des humains. Hein. On se dit, à partir du moment où l'enfant grandit avec un seul parent, il doit échouer forcément quelque part où la maman ou le papa va rater l'éducation de l'enfant. Et c'est là que je vais rejoindre le professeur David Kofi Azan en disant que l'éducation d'un enfant, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne, mais est-ce que Espoir à Bogouri, mais pas que. Voilà, nous avons quand même notre contribution.
Parce qu'on parlait que c'est Dieu qui absolument. donne. Non, c'est trop facile. et C'est une rester grosse sous la façon de pluie. se C'est Dieu qui donne la désengager. santé, mais je vais pas rester sous la pluie exact. et dire Dire je que vais pas Dieu va me attraper protéger, froid. je vais pas prendre froid, je suis désolée. Voilà. C'est trop facile. Est-ce que en voulant se séparer en Oui. tant que personne adulte est censée, on ne doit pas avoir à l'esprit le maintien du contact nécessaire à la bonne éducation des enfants ou de l'enfant? Alors, merci beaucoup pour la question parce que c'est une question que beaucoup de parents se posent même avant de poser l'action, De divorce. en fait du divorce Oui. parce qu'ils se posent énormément des questions et quand ça ne va plus, en réalité aujourd'hui on nous dit il faut partir, il faut préserver sa santé. Alors qu'avant on essayait un tant soit peu de rester, on se De disait préserver la santé de l'âme innocente. Voilà, on se disait vie ou tout en fait, vous voyez. Donc en réalité aujourd'hui c'est un concept qui revient beaucoup dans l'état d'esprit de beaucoup de mamans et de papas. Se demandent maintenant que je suis père, que je suis mère, est-ce que je peux encore réfléchir comme avant? Est-ce que je ne peux que penser à moi? Mais la réponse c'est non, parce que vous n'êtes plus seul et parce que vous avez engagé quelqu'un qui ne vous a rien demandé. Donc à partir de ce moment-là, si vous avez pu vous accorder, rester ensemble et créer un être vivant, normalement constitué, tant que ce n'est pas toxique pour vous sur d'autres plans, vraiment, vraiment des plans en fait que nous ne maîtrisons pas, il vaut mieux faire l'effort de colmater parce que si à un moment donné, vous avez pu vous accorder et créer un être, en fait, c'est divin d'avoir un être pareil. Vous avez pu vous accorder, créer un être, fabriquer en fait un être humain. Vous avez été un canal, ça veut dire que vous pouvez encore essayer de revenir à cette source-là pour avancer. Et donc, ce que je dirais par rapport à ça, c'est que éduquer un enfant, c'est vrai que ce n'est pas que la société, ce n'est pas que Dieu, ce n'est pas que les parents. Mais l'enfant également a son âme. L'enfant également s'auto-éduque. Et pour qu'un enfant puisse s'auto-éduquer, ça dépend de l'environnement. Elle a parlé d'environnement, le professeur David Kofi aussi a parlé d'environnement. Et c'est là où l'environnement est très important. Quand vous entendez dire, par exemple, qu'une femme est divorcée de son homme et qu'on veut parler de garde partagée, on veut parler de coparentalité aux yeux de la loi, l'enfant fait un temps chez papa, fait un temps chez maman. Il y a des enfants qui en profitent, comme elle l'a dit tout à l'heure. Il y a des enfants qui en profitent énormément et qui, surtout à l'âge de l'adolescence, là, oh là là, c'est la récréation. On demande le même nombre de sous à papa et le même nombre de sous à maman, puisque papa travaille, maman travaille. On peut dire à papa que maman n'a pas fait ci, j'ai demandé, elle n'a pas fait. Il y a des enfants quand même très futés qui profitent. Exactement, qui profitent de la situation. Et ça, quelque justement, chose de malheur est bon. ça dépend de la communication que vous avez instaurée. Parce que quand vous décidez de vous mettre ensemble, vous avez instauré des bases. C'est la première question qu'il faut se poser. Est-ce que vous aviez une vision commune? Est-ce que vous aviez des bases? Comme ça, vous regardez sur le tableau de bord quand vous décidez de vous séparer. Quand vous décidez de vous séparer aussi, à quel niveau vous en êtes et quels sont les objectifs communs que vous avez par rapport à l'être que vous avez fabriqué ou aux âmes, aux êtres que vous avez fabriqués ensemble. Est-ce que vous décidez en fait que ces enfants-là grandissent dans un environnement épanoui, vous décidez en réalité de vous accorder pour que soit l'un de vous deux garde l'enfant justement selon la tranche d'âge qu'il a, parce qu'il y a des âges auxquels il faut pas faire des va-et-vient aux enfants. Parce qu'il y a la petite enfance, il y a l'enfance, il y a l'adolescence avant maintenant l'âge adulte. Et donc, quand vous décidez en réalité de priver, en fait, de faire des va-et-vient à l'enfant, dans l'esprit de l'enfant, en réalité, il se dit déjà qu'il n'est pas stable. Et la résultante, quand l'enfant grandit, c'est qu'il se dit, je veux pas reproduire les mêmes erreurs que mes parents. Donc, je vais rester, en fait, avec ma femme. Je vais prendre une seule femme, je vais rester avec elle. Il y a aussi l'autre revers de la médaille où l'enfant se dit, bon, mon père a fait ça à ma mère, donc pourquoi pas? Ou ma mère a fait ça à mon père, donc je peux avoir plusieurs partenaires, je peux m'amuser comme je veux, je vais jamais m'engager. Il y a en fait toujours les deux côtés et c'est ces deux côtés-là en fait qu'il faut appréhender et essayer de faire de bons choix. Donc quand on décide de se séparer, il faut faire l'effort en réalité d'avoir une feuille de route. Ok, on ne se supporte plus, il n'y a pas de problème. On va pas se parler et se hurler dessus, mais on va essayer de se comprendre pour le bien de notre enfant. On va instaurer des jours où on va se parler, on ne va parler que de lui, de son éducation, de son devenir. C'est un emploi du temps? Oui, non, c'est un peu comme, je suis désolée, mais c'est un peu comme parce que, qu'on le veuille ou pas, oui, non, il peut ne pas être d'accord, il a parlé tout à l'heure, j'étais pas d'accord non plus, je me suis exprimée, donc il n'y a pas de problème. Je veux dire qu'en réalité, on peut décider de se séparer, comme elle disait tout à l'heure, et rester en de bons termes. C'est pas parce qu'on se sépare, comme on va passer son temps à dire, ah, papa est mauvais, ton papa fait ci, ton papa fait ça. Et là encore, laissez-moi vous dire que j'ai des parents, aujourd'hui, j'ai des profs, j'ai des enfants qui aujourd'hui sont complètement retournés contre leur maman parce que les mamans leur avaient dit des choses quand ils étaient enfants et quand ils ont grandi, ils ont constaté par eux-mêmes que c'était pas ça. Ah, papa payait la contribution 4 fois. Ah, papa faisait si. Les enfants ont constaté d'eux-mêmes et se sont retournés drastiquement contre leur mère et refusent de leur parler malgré les efforts des pères. Et il y a aussi l'autre revers de la médaille par rapport aux pères qui font la même chose. C'est vrai qu'ils sont pas nombreux.
ils sont pas nombreux, mais ça existe. Vous serez surpris. Ça existe des hommes qui réagissent un peu, comme on le dit, en griffe, comme des femmes, et qui n'arrêtent pas de dépeindre parce qu'ils sont frustrés de ce qu'ils ont ressenti, n'arrêtent pas de dépeindre en diable les mamans. Peut-être qu'il a nourri tant d'espérance dans cette relation. Exactement. Et il s'est Et senti... à la grande espérance d'hier, c'est succédé progressivement le doute et le désespoir. Tout à fait. Voilà. Et donc, ces papas-là aussi se retrouvent dans la même situation, sauf que, et malheureusement, on pardonne plus vite aux hommes qu'aux femmes. Donc, les enfants se retrouvent, en fait, dans la posture, ils se disent, c'est mon papa, je veux rester avec lui, même s'il a fait des erreurs, je pardonne. Mais pour la mère, les enfants sont braqués, surtout les enfants filles, elles sont braquées contre leur maman. Elles disent, pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça? Tu aurais dû me dire, je veux plus te parler. Et c'est là où ça devient une catastrophe. David Kofi Aza, je voulais réagir. Allez-y d'abord avant que je vous pose ma question. Je vous écoute aussi. Je suis foncièrement contre Oui, vous avez le droit. l'occidentalisation de la société africaine. Elle est dans l'occidentalisation de la société africaine. Oui. Je suis dans l'occidentalisation de la société Oui, africaine. C'est ce que vous oui, dites? exactement. Mais alors, Parce expliquez-moi que pourquoi. le phénomène de garde partagée Mhm, d'enfants là, mhm, on ne connaissait pas ça en Afrique. mhm. Ça vient de l'Europe, précisément. Où c'est dans leur loi, c'est dans leur coutume, c'est dans leur tradition que la garde soit partagée. Mais ici, vous voyez dans notre tradition où l'enfant va rester chez moi une semaine et le week-end va passer chez sa maman. Ah non, j'ai Après- pas dit une semaine, j'ai Non, non, parlé c'est des juste- non, 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 c'est rendez, juste un exemple. ne pervertissez pas mes propos, Mais hein. Il faut pas dépeindre mes propos mais autrement. la J'ai garde- parlé la des garde- tranches d'âge Non, d'enfants et les périodes où il faut rester chez peu les importe la parents. tranche d'âge, peu Mhm, importe la tranche d'âge, mhm. la meilleure solution, si la maman est d'une bonne moralité, si la maman est d'une bonne moralité, il n'y a aucun souci à lui laisser l'enfant pour qu'elle assure l'éducation de l'enfant du début jusqu'à la fin. Parce qu'une éducation, c'est un processus. Tout à fait. Si l'enfant reste peut-être 1 an avec papa et 6 mois avec maman, l'éducation est discontinue. Parce que Je suis d'accord l'enfant avec va vous. choisir l'éducation qui lui est moins contraignante. Donc, si maman est plus exigeante, il va sélectionner l'éducation de papa. Tout à fait. Si papa est plus exigeant, il va sélectionner l'éducation de maman. Donc, ce n'est pas très bien. Si c'est maman qui doit assurer l'éducation du début jusqu'à la fin, si elle est d'une très bonne moralité, on lui laisse l'enfant. Vous évaluez la période du début jusqu'à la fin à quelle période, par De exemple? 0 à 18 ans au moins. Ok, Mais- donc mais- de l'âge, en fait, de l'enfance. De l'enfance, oui. Ok, Mais d'accord. David Kofi Aza, lorsque l'enfant n'a pas grandi, dans le cas où il n'a pas grandi avec aucun des parents, parce que il y a ces cas parfois un peu atypiques où la guéguerre entre les deux tourtereaux, si on peut les appeler ainsi, puisqu'ils étaient des amants par le passé, est si vive au point où l'enfant est rejeté à la fois du côté paternel que du côté maternel et il se retrouve à vivre seul à un moment donné et il est confronté à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est la vie qui l'éduque. Lorsque la vie l'éduque à ce moment donné, David Kofi Aza, quelles sont les séquelles avec lesquelles il ressort? Comment cet enfant arrive à se sociabiliser une fois accompli? On va pas se faire des illusions. Cet enfant va porter des séquelles à vie. Ça, c'est clair. Maintenant, c'est que s'il arrive à se hisser dans la société, il ne sera pas comme les autres. Il y aura forcément quelque chose qui va lui manquer. Même si après il se réconcilie avec papa ou avec maman ou avec les deux à la fois, il y aura forcément des choses qui vont lui manquer. Et ça va réagir, ça va rejaillir sur sa famille, sa petite famille à lui. De sorte que il va se dire, avec tout ce que j'ai subi, sans papa, sans maman, je vais rester collé à ma petite famille, donc à mes enfants. Et ces enfants-là seront tellement gâtés Protégés. que au bout du rouleau, leur éducation sera trafiquée. Parce que le papa sera tellement paternaliste, parce qu'il va se dire, moi, la chance que moi je n'ai pas eue, les enfants doivent l'avoir. mes enfants doivent l'avoir. Oui. Et ils sont tellement paternalistes que l'enfant utilise ça pour les faire chanter. Justement, David Kofi Aza, est-ce que vous ne voyez pas sur deux aspects? Généralement, parfois, on dit parfois que les enfants redonnent dans la vie ce qu'on leur a donné tout petit. Ça, c'est évident. Alors, pour quelqu'un qui n'a pas eu d'amour parental durant son enfance, son adolescence et même à l'aune de la découverte du palier de l'adulte, est-ce que il peut pas y avoir de personnes qui soient totalement froides face aux enfants?
Non, c'est pas évident. C'est pas évident pour vous. Mais c'est possible. C'est pas évident, mais c'est possible. C'est pas évident, mais c'est possible parce que ça dépend vraiment des frustrations que l'enfant a ressenties durant son parcours. Vous voyez, mais tout quoi qu'en soit la frustration, on ne peut pas rejaillir ça sur sa propre progéniture. Non, ça arrive. Il y a des cas, ça arrive. Je pense que si vous fouillez un peu, alors, vous allez trouver. Alors, ce n'est pas forcément les séquelles que l'enfant a portées. C'est pas les séquelles que l'enfant a portées pendant son enfance. Mais c'est peut-être autre chose, ça dépend d'autres choses qu'il a vécues. Oui, c'est d'autres facteurs, d'autres paramètres, mais ça existe quand même, ce côté existe. Je vous donne un existe. exemple peut-être tactique pour illustrer un enfant dont les parents peut-être sont séparés à 2 ans. Après quelques années, après, il ne vit plus avec les 2 parents, peut-être depuis qu'il avait peut-être l'âge de 9 ans, 10 ans, et il a grandi dans des familles dans lesquelles il n'a pas eu. Vous savez, parfois, lorsqu'on fait un enfant, on demande à quelqu'un de venir le garder. On dit, tiens, toi, grand frère, à 15 ans, viens prendre cet enfant, viens le garder. Il n'a pas eu à vivre ces expériences-là. Il a grandi loin des tantes, loin des oncles, que ce soit paternel et maternel. David Kofi Azar, est-ce que vous pensez que cet enfant-là, une fois adulte, aura la facilité à fonder un foyer? Mais c'est ça, j'ai dit, il va porter des séquelles à vie. Des séquelles même irréversibles. Et ces séquelles-là peuvent se traduire par le fait qu'il aura une phobie pour la construction d'un foyer. Il aura des difficultés à faire asseoir une femme et à fonder un foyer. Mais si cette étape-là est franchie, s'il fait des enfants, celui-là ne va jamais vouloir que cet enfant-là subisse les mêmes peines qu'il a endurées parce qu'il en sait quelque chose. Et donc, il sera prêt à tous les compromis avec son épouse. Avec son épouse. Pas forcément, mais avec les enfants. Ou les enfants. Non, même avec les épouses, parce qu'il sait que lorsque 2 parents se séparent, oui, il peut voilà les conséquences. Donc, il peut tout accepter à la famille et même à compromission. Mais justement, il y a des cas dans lesquels les enfants en veulent, il y a des cas dans lesquels les enfants en veulent terriblement parce qu'il a peut-être vu que c'est la mère qui a été à la base de la rupture ou que c'est le père. Et là, en fait, dans ce cas de figure, l'enfant en veut tellement à la femme qu'il n'est plus prêt à toutes les concessions avec la femme. Vous voyez, ça peut arriver. Et vice versa aussi. Je reviens tout à l'heure. Atifa, oui. Oui, Abdelkader, moi, je pars du principe où un enfant issu d'une famille séparée ou divorcée a toujours des séquelles, comme l'a dit le professeur David Kofi Azar, a toujours des séquelles. C'est un enfant, permettez le terme, un enfant malade qui peut-être s'ignore ou peut-être à un moment donné, il s'en rend compte. Vous savez, moi, j'appelle souvent les enfants des familles divorcées des powerbanks. Vous allez forcément me demander pourquoi je les appelle powerbank, parce que c'est des enfants c'est des enfants qui ont beaucoup d'amour enfoui en eux, autant c'est des enfants qui manquent d'amour ou d'affection. Vous pouvez avoir des enfants qui peut-être issus d'une famille divorcée, sont ces enfants-là qui sont sociables, mais en même temps antisociables. Parce que ils ont les 2 facettes. Et pourquoi je les appelle powerbank, c'est des enfants, ils sont là peut-être pour les autres, sur le plan social, hein. Ils sont là pour les autres, ils sont là parce que ils se disent, si moi j'ai pu vivre ça, je ne voudrais pas que mon entourage soit comme ça ou soit comme ceci. Et donc, on voudrait donner l'amour qu'on cherche aux autres, mais qu'on ne reçoit pas. Mais le drame, c'est que dans ce genre de cas, lorsque c'est toujours vous qui êtes là pour les autres, c'est toujours vous qui essayez de surpasser vos traumatismes pour aider les autres et faire en sorte que la société vous accepte, à un moment donné, vous finissez déchargé, vous n'avez plus de batterie, et c'est à cette période-là que vous vous rendez compte que vous avez en fait des traumatismes, des séquelles, des blessures émotionnelles ou bien des manques d'affection en vous que vous recherchez auprès des autres, mais que vous n'avez pas forcément. Et le drame, c'est que les parents aujourd'hui, vous savez, il faut beaucoup privilégier la communication dans ces genres de situations. Parce qu'une famille divorcée, il y a forcément des raisons pour lesquelles les familles finissent comme ça. Soit c'est le père qui est fautif, soit c'est la mère qui est fautive, ou c'est les deux. Dans les 2 cas, vous savez, tout dépend aussi de la façon dont la rupture a été faite. Si vous finissez divorcé en de bons termes, forcément l'éducation de l'enfant sera, même si c'est pas totalement réussi, il y aura pas trop de conséquences négatives. Mais dans le cas où la séparation a été faite de façon brutale ou dans une ambiance où les enfants étaient témoins de la situation, vous avez affaire à des enfants malades, comme je l'ai dit, parce que c'est des enfants qui sont affectés. Peut-être dans l'adolescence, on ne s'en rend pas compte, mais au fur et à mesure que vous grandissez,
vous allez voir il y a forcément des choses qui vous manquent, ce qui fait que vous n'êtes pas comme les autres enfants. Vous ne pouvez pas agir comme les autres enfants. Vous ne pouvez pas être comme on souhaiterait que vous soyez parce que vous n'avez pas peut-être eu l'affection du père, le sentiment, vous n'avez pas connu cette chaleur familiale, cette ambiance familiale. Moi, je me rappelle quand j'étais au collège, j'ai pleuré le jour où j'allais pour composer mes examens parce que il y avait pas de papa, il y avait pas de maman. Je prenais le ZIM pour quitter chez moi pour aller au centre. Mais dans le même temps, tu voyais tes camarades qu'on faisait venir au centre à voiture, même à moto, qu'on amenait, ou vous avez même des parents qui venaient les apporter de la nourriture à la pause. Mais tu es là, tu te dis, bon, qu'est-ce qui n'a pas marché chez moi? Donc, quand vous n'êtes pas assez fort pour surmonter cette étape-là, parce qu'il y a des moments où vous devez extérioriser ce que vous... C'est pour ça que vous allez voir parfois des enfants, même des jeunes filles, qui sortent avec des personnes âgées ou des personnes qui ont l'âge de leur père. Elles pensent qu'elles cherchent forcément un petit ami, mais parfois c'est cet amour paternel que vous n'avez pas eu, que vous recherchez peut-être chez les autres. Ça, c'est un aspect qui est hautement discutable. L'autre facteur aussi est discutable dans votre opinion, c'est l'enfant qui, parce qu'il a vu ses camarades être nourris par leurs parents, à la récréation ou peut-être après l'examen, qui envie cela, il y a aussi une distinction à faire entre le possible et l'impossible. C'est parce que je suis dans la même classe que l'enfant du ministre que je dois envier. Non, mais Abdelkader, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez être un papa dont la situation est modeste et être là pour votre enfant. Vous pouvez être un papa qui n'est pas forcément hyper riche, qui n'a pas une grosse fortune, mais être présente pour vos enfants. Parce que le fait, vous pouvez ne pas avoir forcément l'argent pour assurer, je sais pas, un avenir meilleur comme les enfants de Bill Gates ou les enfants de Dangote, mais vous pouvez être ce papa présent qui, même avec 5 francs, donne de l'amour à son enfant, donne de la joie à son enfant. Parce qu'il y a des enfants... Pardon, comment? Il faut que l'enfant soit reconnaissant. Mais pour qu'un enfant soit reconnaissant, il faut que vous ayez assuré et assumé votre rôle de parent et assurer aussi votre responsabilité. Alors, moi, je dirais par rapport à ce que vous dites, c'est vraiment un ressenti, c'est un ressenti légitime. Et moi, je dirais que être parent, c'est pas facile. Une fois encore, il n'y a pas d'école de parentalité. On ne nous apprend pas à devenir parents. Et à un moment donné, on s'auto-éduque ou on tombe dedans. Oui, on nous apprenait. On a abandonné. On nous apprenait. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, oui, bon, c'est une invitation à un retour aux sources, hein. Bon, soit, je pense que certains le feront, d'autres pas. Mais quoi qu'il en soit, vu la situation dans laquelle nous sommes actuellement, il est important de souligner que aujourd'hui, et de plus en plus, on est en train, en réalité, de jeter la pierre trop tôt. Vous savez, l'affection d'un parent, c'était pas forcément dire à son enfant qu'il l'aime. C'était pas forcément emmener l'enfant à l'école. C'était parfois peut-être se décarcasser et cacher en fait les larmes ou les séquelles qu'on a pour trouver 200 francs ou 50 francs à l'enfant pour dire achète du pâté avec, je t'aime très fort, et prier pour lui dans son cœur sans pour autant le lui tirer en face. Mais il y a des enfants qui ne comprennent pas ça parce qu'ils sont enfants. C'est un état d'enfant. Et en réalité, il faut apprendre à l'enfant à vivre son état d'enfant. Et c'est là où j'invite justement pour vivre son état d'enfant. Je permets-moi de vous couper parce que j'aimerais quand même avoir votre opinion. C'est sûr que ceux qui nous suivent aussi veulent vous entendre en tant que coach en parentalité puisque vous êtes beaucoup plus au contact des enfants. Que dites-vous de ces enfants-là qui font de la comparaison intempestive de leur situation de vie avec celle de leurs camarades de classe. C'est-à-dire que je suis l'enfant d'un instituteur qui se bat pour que son enfant fasse les meilleures écoles. Vous êtes d'accord avec moi que cet enfant-là ne peut avoir le même petit déjeuner que l'enfant peut-être de l'ambassadeur ou du consul ou du ministre qui est dans la même école que cet enfant-là. Et donc, cet enfant-là qui fait de la comparaison intempestive par rapport à son statut, à ses conditions et celles de ses camarades de classe. Alors que papa fait de tout. Papa, selon son salaire, normalement, en principe, devait l'inscrire au collège d'enseignement général ou peut-être au complexe scolaire du quartier, mais a fait le vœu que son enfant fasse les meilleures écoles pour avoir de meilleures éducations et des diplômes valeureux, je précise. Alors moi, je dirais tout simplement à ce parent-là,
Communiquez avec vos enfants. Vos enfants n'ont parfois pas besoin de très grandes écoles pour réussir. Vos enfants ont parfois besoin de se retrouver dans des collèges d'enseignement généraux et de vous avoir à leur côté et de les accompagner, en fait, du peu que vous pouvez, mais que vous soyez présent. En fait, la présence du parent pour l'enfant est très importante quand il est enfant. C'est pour ça que c'est important pour un parent d'apprendre à son enfant à vivre pleinement son enfance. Un enfant, c'est un enfant. Vous ne pouvez pas lui demander de devenir comme un adulte ou de voir toutes vos peines et vos séquelles. C'est là où j'en venais. Donc, un parent qui fait des choix conséquents et conscients selon lui pour son enfant, c'est important et c'est intéressant parce qu'il se dit que plus tard, il y a des débauchés pour l'enfant. Mais un enfant, quand il est tout jeune et qu'il est petit, ne se rend pas compte de ça. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'enfant, à un moment donné, est petit, il est tout petit, que tout ce qui est dit... Je ne dis pas jeter l'enfant dans le premier collège que vous voyez ou dans la première école que vous voyez. Tout ce qui est dit, tout ce qui est ressenti doit être accepté parce que c'est un enfant. Tout ce qui est ressenti par un enfant doit être d'abord écouté. Oui, ça doit être d'abord entendu. Oui, justement. D'accord. Oui. Mais pour ce qui est de l'acceptation, vous êtes un parent, c'est à vous d'avoir des filtres pour parler avec vos enfants. C'est à vous de filtrer ce que vos enfants vous disent. Mais les enfants disent la plupart du temps la vérité. Donc, il faut toujours les écouter, c'est très important. Vos enfants peuvent être en train de crier à l'aide et vous allez croire qu'ils sont en train de mentir ou d'injurer ou de dire de fausses choses alors que vos enfants disent la vérité, il faut les écouter. Donc, à des moments donnés, quand vous constatez que votre enfant est parfois, vous pouvez ne pas être d'accord, vous êtes libre. Mais quand vous constatez que quand vous constatez que vos enfants sont envieux, sont jaloux ou essaient en fait de manifester un sentiment qu'ils n'ont pas, il faut alors vous poser des questions à vous-même. Où est-ce que j'ai failli? Pourquoi est-ce que mon enfant voit l'enfant de l'autre et se dit que moi, si je dois l'emmener à moto ou je dois venir avec lui à pied ou je dois forcément faire ci? Ça dépend de comment j'ai instauré la confiance en lui de mon enfant. Et c'est là où c'est important de savoir communiquer avec son enfant et de lui apprendre ce qu'on appelle le contentement, bien que l'ambition viendra plus tard. Parce qu'en réalité, un enfant qui est bien traité, qui est bien dans sa peau, n'envie pas les autres enfants. Un enfant qui est heureux dans sa peau. Pourquoi l'enfant qui fait cette comparaison-là ne constate pas également qu'il y a, peut-être dans son école également, d'autres enfants qui n'ont même pas le peu que lui, là, qui n'ont même pas le petit déjeuner qu'il a, en fait, en poche. Et qui font plus d'efforts à l'école que lui, et qui honorent mieux leurs parents que lui, et qui n'ont même pas leurs parents à côté. Justement, ça dépend toujours, une fois encore, de la communication, de l'éducation que vous instaurez à vous, avec vos enfants. Est-ce que vous pensez que cette communication, et là j'invite parfois aussi l'aspect intellectuel des uns des autres et de se départir des émotions, est-ce que parfois ce n'est que la communication, lorsque l'on sait que parfois il y a de ces enfants-là qui ne vivent pas avec leurs parents et qui sont dans des conditions peut-être pas très honorables, mais qui se battent, qui donnent le meilleur d'eux. Oui, qui donnent le meilleur d'eux. Dans les résultats scolaires et également sur la tenue social. Moi, je vais vous dire que ça se passe ici et ça se passe là. Ici et là. Okay. Ça se passe ici et là. J'interromps David Kofi Hazard qui vous faisait le procès de la modernité. Oui, je vais placer une phrase rapidement. Oui. Il y a des enfants, vous allez remarquer que, vous allez constater qu'il y a des enfants qui n'ont pas eu accès aux grandes écoles, mais qui sont devenus de grands gens, qui n'ont pas eu accès aux grandes fortunes, qui n'ont pas fréquenté avec des enfants de ministres ou de députés, mais qui sont allés très loin dans la vie. C'est pour ça que c'est très important de poser des bases, des fondements de l'éducation de son enfant, tout en étant à son écoute et en cultivant sa confiance en lui. C'est hyper important. Quoi qu'on dise aujourd'hui, si l'enfant a confiance en lui, il verra les efforts que vous faites pour lui. Il ne va pas se comparer aux autres enfants, et même s'il le fait, il va se raviser très vite, ou il viendra vous en parler, et vous trouverez le moyen de lui faire comprendre certaines choses. David Kofi Hazard, je vous ai vu tout à l'heure, sourire à maintes reprises. Il n'est peut-être pas d'accord, c'est son choix. Espoir Abougou y parlait, et vous avez fait tout à l'heure le procès de la modernité. On constate aujourd'hui que je vais peut-être choquer quelques gens avec ma question, que l'enfant a droit de citer, a droit de parole, alors qu'autrefois, c'est ce que les parents ont, qu'il doit manger, c'est ce que les parents veulent, qu'il doit faire, parce que le parent estime que toi, en tant qu'enfant, tu es le témoin de mon existence sur Terre, c'est-à-dire que demain, lorsque je serai plus en vie, on dira, c'est l'enfant de David Kofi Hazard, tu vas porter encore plus haut que moi le nom Hazard, et donc, je dois te façonner, te sculpter au regard de mes espérances. Ça fait partie des dérives de l'occidentalisme de notre société. Parce que l'enfant là, quelle expérience de vie il a pour comprendre les réalités ou la souffrance de son parent?
de son papa ou de sa maman. Il veut rien comprendre. Donc, il n'y a pas de communication par rapport au choix de vie de l'enfant. Il n'a pas d'élément d'appréciation pour apprécier ce qui va se passer. Il est dans un milieu où il doit exécuter et faire. Parce qu'il faut apprendre à l'enfant à obéir. L'enfant qui ne sait pas obéir. Dès le bas âge. Après 20 ans, il vous écoute plus. Il vous écoute plus et il ne saura pas donner des ordres. Et comme l'a dit un parent, je me rappelle lorsque j'étais à l'école couranique, qui dit, c'est peut-être une petite digression positive, mais pour amuser la galerie, le père qui dit, je n'ai pas fait des écoles, j'ai envoyé mon enfant à l'université, mais il rentre avec des diplômes et il raisonne sur moi. Il fait de la philosophie sur moi. Non, oui. On peut parler à l'enfant, oui, mais on donne une ligne, on imprime une ligne de conduite à l'enfant. L'enfant n'a pas à me dire, moi, je vais faire telle école, Non, il n'a pas à dire ça. Vous ne pouvez pas voler pour emmener vos enfants dans une école. Tout comme je voudrais quand même qu'on soit d'accord sur un fait aussi, l'enfant n'a pas à juger aussi ses parents. L'enfant ne doit jamais juger ses parents. L'enfant n'a pas, c'est même pas dans le rôle ni dans les prérogatives d'un enfant. Il n'a pas à juger ses parents. Il n'a pas à juger ses parents. Il peut redéfinir ses relations personnelles avec l'un ou l'autre des parents, mais il n'a pas à juger. Il n'a pas à juger les deux parents. Il n'y a pas droit de jugement. Et c'est ça, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudra éviter ça parce que on a tendance à penser que en échangeant avec l'enfant, on arrive à le satisfaire. L'enfant ne doit jamais savoir les douleurs que papa subit pour lui assurer un bien-être. Sinon, l'enfant va se sentir culpabilisé, coupable, et il va développer des instincts qui ne seront pas très bien. Donc, on est obligé de montrer face à l'enfant qu'on est homme pour lui dire qu'un homme, comme le dit les Yoruba, okuri manje, il doit pouvoir dire je suis homme parce qu'il a vu son papa être homme. Le père peut dormir affamé et donner à manger à son enfant. Mais il va pas dire je te donne à manger parce que ça fait partie aussi de l'éducation de l'enfant. Exactement. Il voit et il sait qu'il doit le faire demain. Voilà. Donc l'enfant doit comprendre. Tout comme on ne doit pas lever la main sur sa maman. Exactement. Et il doit voir. C'est des choses qu'il faut. Merci. C'est des choses qu'il faut. Toujours pour la modernité. Progressivement inculquer à l'enfant, mais il faut éviter de dire à l'enfant tu n'as que des droits. Et l'enfant a des devoirs. Mais aujourd'hui, là. L'enfant a des devoirs. Attention. En Occident. On communique sur les droits et non sur les devoirs. On communique sur les droits, mais on communique jamais sur les devoirs. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et là où je suis entièrement d'accord. Et là où ce matin, par exemple, je peux embarrasser d'entendre Espoir, par exemple. C'est que Espoir que je connais peut-être il y a plus de 15 ans aujourd'hui. C'est que ce devoir, Espoir, parler de l'enfant doit, alors que Espoir, lorsqu'elle portait son uniforme, papa était papa. Et elle savait que lorsque papa dit I, c'est I. L'enfant doit, ce sont les devoirs des enfants. Non, mais c'est parce qu'il y a cette carence-là. C'est cette carence-là que nous observons aujourd'hui. Justement, c'est les devoirs de l'enfant. Attendez, excusez-moi, on est d'accord que l'enfant a des devoirs. C'est vrai qu'il y a des droits qui existent. L'enfant a le devoir, par exemple, c'est-à-dire que son parent l'a envoyé à l'école. Il a le devoir, par exemple, de faire ses exercices et de revenir avec des moyens intéressants pour satisfaire son parent. Il a le devoir de ranger sa chambre, de faire ses travaux ménagers. Mais justement, combien de fois on communique? Comment de fois, c'est comme justement, et c'est pour ça que moi, par exemple, en tant que coach en parentalité positive et en épanouissement de l'enfant, je développe et je travaille activement à ça. Les parents qui sont avec moi ne vous diront jamais le contraire. Ils se disent, oui, elle n'est pas si occidentalisée que ça parce que elle nous parle toujours de l'empreinte de notre culture. Pour les enfants, je dis aux parents, habillez vos enfants aux couleurs de chez nous parce que ce sont nos racines. Les enfants ont besoin d'avoir une identité. Parce qu'un enfant qui n'a pas une identité dès le bas âge, quand il grandira ou quand il voyagera, on lui demandera, qu'est-ce que tu fais chez toi? Qu'est-ce que tu as d'authentique? Qu'est-ce que tu portes chez toi? Ça, là, comment on appelle ça? C'est un exemple parmi 30 ans d'autres. Je pense que ça aussi fait partie de l'éducation parce que à la maison, par exemple, les week-ends, quand le parent se lève, vous savez que les samedis ou les dimanches matins, tout le monde, c'est-à-dire vous nettoyez le sol, vous faites les travaux domestiques, je vous dis, moi je l'avais, vous savez, chez nous, par exemple. Non, excusez-moi, il y a certains parents avant qu'ils ne prennent des domestiques à la maison. Il faut que les enfants atteignent un niveau donné avant. Laisse-moi, ma belle, lui donner un exemple concret qui est le mien. J'ai grandi dans une famille où il y avait des domestiques, hein, je te garantis cela. Mais, en réalité, je lavais les agbadas de mon père. C'est-à-dire que chez nous, en fait, c'est-à-dire que la plus jeune, à chaque fois qu'il y a un enfant qui vient, tout le monde est content, on l'accueille bien. Parce qu'on sait qu'à un âge donné, tu vas laver l'uniforme de tes grands frères, de tes grandes sœurs, tu vas laver pour tout le monde. La domestique est là, mais elle est là pour faire un travail bien précis et accompagner. La domestique ne cuisinait pas, par exemple. C'est maman qui cuisinait avec nous, par exemple. En fait, la domestique ne lavait
voudrais pas. C'est-à-dire que il a bien structuré. Oui, il y a des choses en Monsieur réalité Abougou, que quand vous êtes, il a été franchement personnel, il a été exemplaire. Et je veux dire que maman a suivi le principe. Mais pourquoi vous ne prenez pas des enseignements de monsieur Abougou pour retransmettre dans votre coaching de parentalité positive? Oui, c'est pas que je ne le fais pas, je le fais, mais aujourd'hui, vous savez, non, c'est pas que je ne le fais pas, mais aujourd'hui, il faut instaurer les choses progressivement dans l'esprit des gens pour ne pas les brusquer. Il faut aussi tenir compte du fait qu'il y a des machines à laver aujourd'hui. Il faut aussi tenir compte du fait que, par exemple, quand tu dis à un parent, il faut que ton enfant lave ses sous-vêtements, il faut passer par les sous-vêtements d'abord avant de dire aux parents, il faut que l'enfant lave cette tenue de sortie, cette tenue de maison, son uniforme. Il y a aussi le fait que le dehors a sa petite part de responsabilité. Oui, il y a beaucoup de paramètres. L'entourage de l'enfant aussi. Parce que vous savez, entre enfants, on se dit des choses. Et entre enfants, dehors, ils sont cruels. On discute, on échange. Entre eux, parce que vous avez on a une génération où aujourd'hui, dès qu'on arrive à l'école, on veut raconter ce qui s'est passé à la maison, à l'école, entre amis, entre collègues. Papa m'a pris une PS. Du coup, voilà. Et donc, quand entre enfants, il y a des discussions. Parce que vous savez, les personnes que vous fréquentez et les personnes qui vous entourent aussi ont un grand rôle sur ce que vous devenez aussi. Parce que vous avez des enfants qui peut-être, ils sont animés d'une mauvaise intention, ou je prends un exemple, un enfant qui a grandi avec que sa mère, où la mère dit, chez moi par exemple, personne ne franchit mon portail après 19 heures. Voilà. Chez moi par exemple, pour sortir, vous devez forcément être accompagné. Mais vous partez à l'école, vous avez des camarades de la même promotion que vous, du même âge, avec qui vous discutez, qui vous disent, bon, moi, je suis pas avec mon papa, je vis avec ma maman, mais avec ma maman, je peux sortir. Si elle refuse, je peux escalader le mur. L'enfant, quand il écoute ça, même s'il n'a pas envie d'escalader, le soir qu'il est chez lui, il se dit, bon, est-ce que ça va pas me tenter aussi d'escalader le mur? C'est là où c'est important d'inculquer des bases à son enfant et d'apprendre à parce que je m'appelle Atifa, je suis lancé. Mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. S'il vous plaît. Ça n'a rien à voir. Et c'est là l'éducation. Et c'est là l'éducation que vous avez inculquée à votre enfant prendra le dessus. Et l'enfant aussi que vous avez, il faut apprendre aussi à connaître quel genre d'enfant vous avez. Comment l'enfant arrive à vous capter, c'est vous qui façonnez le genre d'enfant. À savoir à quel moment le parent il est strict, à quel moment je ne dois pas transgresser les règles des parents, à quel moment vous ne devez même pas discuter. Mais si vous le façonnez mal, en étant strict, il va vous affronter, l'enfant. Exactement. Non, mais c'est deux choses. Vous pouvez avoir l'éducation stricte. Pas inadvertance, David Kofi Azar. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis par là. Pas forcément. C'est-à-dire que l'enfant, vous pensez l'éduquer d'une façon donnée, mais pas inadvertance, vous lui donnez une autre éducation, ce qui fait qu'après, il vous défie. Lorsque vous le montrez. Non, c'est quand le message est mal passé. Oui, justement, c'est ça que je dis. Quand le message est mal passé. C'est là où vous avez ce genre de déviance. L'enfant peut se rebeller. Oui, et l'enfant peut se rebeller très vite. Mais qu'on le veuille ou non, et c'est là je voudrais vous remercier pour avoir bien libellé le thème du panel aujourd'hui, parce que autant une famille divorcée, c'est des conflits, c'est une éducation partagée. Parce que vous partez chez le papa, il dit autre chose, vous partez chez la maman, il dit autre chose. Si les deux arrivent à s'entendre, à communiquer et à garder de bonnes relations, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, à garder de bonnes relations pour communiquer, pour savoir que nos différends n'ont rien à voir avec le devenir des enfants, l'avenir des enfants, je pense qu'on aura réglé un bon nombre de problèmes. Merci. Moi, je dirais tout simplement par rapport à la thématique du jour que l'éducation en réalité parentale, elle est meilleure quand ce sont les deux parents. Je le dis et je le maintiens mon propos. Mais si les deux parents, eux aussi sont bien éduqués. Oui, exactement. Merci. Ah non, moi c'est vrai. Je le dis et je maintiens mon propos, mais il faut que justement les deux parents, que chacun d'eux ait eu une bonne éducation et qu'à deux, ils aient pu s'auto-rééduquer pour que l'enfant puisse rentrer dans une ligne droite qui est la sienne. Puisse harmoniser leur éducation. Et quand je disais à l'entame qu'il faudrait justement harmoniser l'éducation des enfants et qu'il faut partager en fait la garde de l'enfant, c'est que l'enfant, par exemple, quand il est avec sa maman ou son papa pendant l'année scolaire, pendant les vacances, il faut qu'il soit chez le papa qui voit au moins le deuxième parent, parce que c'est important que l'enfant voit ses deux parents de temps en temps. Et pourquoi je le dis ainsi? Vous ne pouvez pas changer, en fait, je suis d'accord avec le professeur David Kofi Azar, vous ne pouvez pas changer
d'école à un enfant, vous interrompez un processus. Vous changez, cette année, il est dans telle école, l'année d'après, il est dans telle école, mais il suit quel cercle d'enfants? Il change, en fait, d'attitude. Donc, ne soyez pas surpris que demain, votre enfant vous affronte, qu'il se rebelle et qu'il vous dise, moi, je t'ai jamais demandé une école de Richard ou de si, moi, je voulais juste que tu sois là. Et vous allez dire demain que l'enfant écoute l'éducation des Blancs. Non, parfois, c'est nous-mêmes qui contribuons, en fait, à ce que nos enfants, je dis que parfois, c'est nous-mêmes parce que, oui, je dis que parfois, c'est nous-mêmes parce que qui dit ça, même l'enfant, non, il ne le dit pas quand il est enfant, il le dit quand il est adulte parce qu'il reconnaît qu'il a des séquelles. Et même si c'est ingrat, ça c'est ma mère qui dit que quel que soit ton âge, tu seras toujours mon enfant. En tant qu'enfant, même quand il grandit, et là je peux m'inviter dans le débat. Oui, il n'y a pas de problème. Il est appelé, en tant qu'enfant, à devenir un parent. Je suis d'accord. Et lorsqu'on est père, c'est des choix que nous opérons. Et c'est à ce moment-là, justement, que l'enfant comprend et qu'il vient maintenant demander pardon à son parent. Je pense que David Kofi a dit, lorsqu'on fait des choix, ces choix parfois sont inspirés par la providence. Mais je suis d'accord. Ces choix peuvent être féconds comme ne pas être féconds. Mais je suis pas contre votre propos. Et là, lorsque le papa fait un choix que, malgré ses moyens, son enfant doit faire la meilleure école, c'est qu'il a pensé bon pour son enfant. Il a pensé l'avenir de son enfant. Il s'est privé pour cela. De plaisir, de loisir pour son enfant. Laissez-moi vous dire un enfant qui vient faire la morale à son père. Non, laissez-moi vous dire que quand l'enfant en vient, je le dis parce que ça existe. Excusez-moi, on ne va pas parler que de ce qui est idéal, on va parler de ce qui est. Je le dis parce que ça existe. Et il y a des cas. Et c'est difficile de ramener l'enfant, en fait. Parce que quand c'est déjà gâté comme ça, nous, on ne peut plus récupérer derrière. On se dit qu'on est des incapables. On n'est pas des surhommes. On ne fera que ce qui est. Donc, il faut sensibiliser les parents actuellement pour qu'ils comprennent aussi que il faut faire très attention à comment vous échangez à comment nous échangeons avec nos enfants. Justement, merci à vous. Espoir Abogouri, David Kofi Ada pour conclure. Il y a un aspect du sujet qu'on n'a pas pu aborder, peut-être on va y revenir, peut-être le numéro prochain ou celui prochain ou dans 3 semaines, c'est qu'il y a également un autre problème fécond dans ce sujet, c'est qu'il y a des parents qui sont parfois ensemble, mais qui donnent 2 éducations aux enfants. Ce qui fait que l'enfant, à un moment donné, devient un peu troublé. Ce qui donne ce que Beyoncé expliquait tout à l'heure, où l'enfant dit à papa, je ne t'ai pas demandé ceci, tu aurais pu dire cela. Tout à fait. Vous avez compris les fondements de ça. C'est pour ça que je dis, les 2 parents ensemble, éduquer l'enfant. Il n'y a pas une garantie. Il n'y a pas une garantie. Merci. Il ne faut pas une éducation discontinue. Il faut éviter l'éducation discontinue. Non, la conclusion, je reviens sur mes propos de début, c'est un autre que l'on vit. C'est la nature qui éduque. Merci à vous, David Kofi Ada. Je rappelle que vous êtes prêtre de phare, président du CONASEB, le Conseil national des cultes endogènes. Merci à Espoir Abogouri, coach en parentalité positive. Merci à vous. Vous êtes également réalisatrice. Oui. Merci d'être resté. Merci à vous, Atifa Olafa, également pour vos opinions. C'est un plaisir. Au sein du groupe de presse ESAE. Merci à vous, chers amis internautes. C'était la tribune virale de ce samedi. Nous passons à présent au zapping de la semaine. Une coproduction de Quentin Komla Moussou, de Constantine Arondino et de Francis Ola Fahami.